Salut, je m'appelle Maxime et je suis intérimaire. D'accord. Quel est le moment où tu t'es dit faut y aller? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là où c'est arrivé? 23 octobre 2017, quand ma femme m'a demandé de faire une vidéo pour l'appel du blocage du 17. C'était le 23 octobre 2018. Donc en fait, le mouvement a commencé, il y a eu toute une préparation avant. Parce que là, j'ai trouvé des gens qui ont commencé en octobre, ouais. Ouais. D'accord. La diffusion de l'acte, le premier. Est-ce que tu sais comment on tient pour toi? Quel est ton carburant qui te fait tenir? Qu'est-ce qui me fait tenir? Ma fille. Ouais. L'avenir. La génération qui c'est vient. son avenir surtout. Ouais. Si moi je me bats pas pour le sien, qui va le faire? Ouais. Et tu te bats pas pour toi aussi un peu? Moi c'est, on va dire, ils appellent ça les dommages collatéraux, moi j'appelle ça les bénéfices collatéraux. Je ferai partie des gens peut-être qui profiteront. C'est la BAC. Même on s'en fout, la BAC n'a pas touché quiconque ici. Je ferai partie des gens qui bénéficieront de ce que ça aura apporté après, mais la personne qui en profitera le plus, j'espère, c'est ma fille et les enfants. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on est une génération sacrifiée, qui ont été trahis Pas que nous. Entre autres. Regarde, pardon, et nos anciens aussi, oui, au-dessus de nous. Écoute, moi j'ai 31 ans et quand je discute avec des gens qui ont jusqu'à 60 ans et qui se sentent trahis. Donc ça fait plusieurs générations. 60 ans, tu comptes une génération tous les 10-15 ans? Ouais. Allez, non, tous les 20 ans on va dire. Ça fait 3 générations. Ouais. Parce que 15 ans. Ouais. Excusez-moi. Ah bon, ok, d'accord. Excusez-moi, j'ai pas demandé l'autorisation. Ça va bien. Bon, je te serre la main alors aussi. Ah ouais. Oui. C'est beau ce que vous faites. Ouais. C'est grâce à des gens comme ça qu'on est dans la rue. Une question qu'on t'a pas posée, mais c'est une question débile, donc Il n'y a pas de question débile. c'est du style. Est-ce qu'en fait, quelque part, tu es anarchiste? C'est-à-dire, tu te méfies de tous les pouvoirs. Non, je suis pas anarchiste. Dans ce sens-là, c'est-à-dire, tous les pouvoirs, je m'en méfie. Alors, je repose ma question comme ça. Tu te méfies de tous les pouvoirs sans être anard, bon ça c'est une étiquette facile à coller-décoller si on veut, mais les pouvoirs, arrives-tu à faire confiance? Est-ce qu'il reste encore un pouvoir dans lequel on peut faire confiance? Alors aujourd'hui, toutes les institutions qui constituent les pouvoirs sont violées. Il n'y a pas d'indépendance de la justice, il n'y a pas d'indépendance des corps d'État, il y a tout ce qui est décidé dans l'éducation nationale, personne n'a son mot à dire. Et la médecine, on fait ce qu'on veut. Donc je dirais que les institutions de base sont bonnes, mais ce qu'on en fait aujourd'hui, ce qu'on laisse en faire aujourd'hui, ça les rend à réviser complètement. Ouais. Est-ce que cette violence, on va carrément monter d'un cran, est-ce que cette violence actuelle du pouvoir, est-ce que ce n'est pas la bourgeoisie qui s'est emparée du pouvoir en 89, 1789 et tout, qui maintenant ne veut pas le partager? Est-ce que quand on entend les gens de cette bourgeoisie nous insulter à la télévision, est-ce qu'on n'entend pas en fait Voltaire qui nous traitait de racailles et de canailles en disant qu'il fallait des gens éclairés pour guider le peuple, de même que les premiers présidents des États-Unis disaient la même chose? Est-ce que c'est pas les bourgeois qui veulent pas lâcher le truc maintenant? Alors, pour être clair, les bourgeois ont obtenu leur position grâce à des négociations qu'ils effectuent avec les multinationales, les grandes entreprises, les lobbies. Ces gens-là, maintenant c'est bien clair, net et précis, et puis il y a différents réseaux de pouvoir, il n'y a pas que les lobbies. Il y a par exemple la franc-maçonnerie où ils ont des petites réunions où ils discutent un peu de comment ils vont faire, etc. Enfin, c'est que des personnes qui ont soit le pouvoir de décision, soit le pouvoir d'influence, soit le pouvoir médiatique. Et ces gens-là arrivent à quoi faire et ils arrivent à nous faire croire que ce sont eux qui décident. Alors qu'en fait non, pas du tout. Quand vous avez quelqu'un qui paye, c'est celui qui paye qui décide. En l'occurrence, quand vous avez par exemple Monsanto, Bayern, qui a fait ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui aujourd'hui fait des rapports et classe les gens suivant des critères qui peuvent être à éduquer, est-ce qu'ils sont pour ou contre le glyphosate, est-ce qu'ils sont pour ou contre telle ou telle idée, c'est ces gens-là qui financent les partis politiques, puisqu'on l'a encore vu, les partis européens sont financés par McDonald's, par Monsanto, Bayern, etc. C'est ces gens-là qui ont le vrai pouvoir. Après, les gens qu'on considère comme la bourgeoisie, c'est des gens qui ont une position, une place, un salaire, avec des avantages, des privilèges à vie, et qu'est-ce qui les ferait changer d'avis? Rien. Sauf un soulèvement populaire. Parce que là, j'ai vu quelques personnes qui ont voté FN aussi, jusqu'à tout le spectre politique en fait, et là, ils se rendent compte que le FN pourrait peut-être, si j'en suis Branco, devenir le nouvel atout de cette bourgeoisie si la Le Pen renonce à différents trucs comme sortir de l'Europe, l'euro. Ça pourrait être le dernier atout si Macron est cramé. Moi j'y crois pas. Ou alors, non, disons, est-ce que le FN pourrait pas être un instrument, c'est-à-dire le fascisme politique, est-ce qu'en fait il ne sert pas à cacher le fascisme économique qui fait mourir les vieux, qui fait crever les gens? 10 à 15 000 suicides par an, 9 millions de pauvres. Dans un pays où la dette
public est quasiment à hauteur du produit intérieur brut, 2200 milliards, énorme. Quand on sait que 110 milliards c'est l'évasion fiscale de multinationales, et si on rajoute l'optimisation et la fraude, c'est presque 100 milliards de plus. Le fascisme, il a toujours été la carte à jouer pour un système pour rester en place. Quand on regarde comment Hitler est arrivé au pouvoir, comment il a fait, il a commencé à cultiver la peur de l'autre, faire peur aux gens, mettre des mesures liberticides en place. Et par la peur, les gens ont accepté de plus en plus de perdre certaines libertés, tant que ça ne s'attaquait pas à eux, mais à ceux qui considéraient comme des ennemis. Aujourd'hui, le gouvernement essaie de faire en sorte que ceux qui se revendiquent gilets jaunes, dont je fais partie, soient considérés comme des ennemis de la République et sont nommés d'ailleurs explicitement séditieux, factieux. On a même eu le droit à... on attaque les hôpitaux, antisémites. Oui, mais je parle dans l'étiquette. Il y a eu émeutier. Alors il faut savoir que ce terme-là a été employé pour la simple et bonne raison, et ça c'est facile à comprendre aussi. Vous savez qu'en 2007, l'Europe a légalisé l'utilisation d'armes létales contre des émeutiers en cas de soulèvement. C'est parti. Alors je dis ça, tout le monde va me dire d'où il sort ça, c'est simple, journal officiel 2017. Tu m'as dit ça. 2017, pas 2007. 2007, pardon, autant pour moi, 2007. Journal officiel 2007, donc l'utilisation d'armes létales, c'est-à-dire le fait de tuer quelqu'un est autorisé en cas de... Le lanceur de balles de défense ou le LBD 40. Alors le LBD c'est autre chose parce que c'est faiblement létal, mais c'est quand même vendu par la Suisse en tant qu'arme de guerre. Donc pour les Nations Unies, c'est quand même l'utilisation d'armes de guerre contre les citoyens, contre des civils. Civile. Mais le gaz c'est pareil, le gaz est interdit depuis la guerre d'Algérie. C'est un gaz qui est interdit contre des soldats ennemis, mais pas contre des citoyens et des civils en maintien de l'ordre. Alors tu sais, c'est intéressant, je rappelle un point d'histoire, là on va pas m'entendre, son micro est pourri. Un point d'histoire, c'est qu'il y a eu un mouvement de camionneurs sous Mitterrand. 91-92. Je crois par là, il y avait, c'est pas le chef, mais la figure qui est apparue c'était un certain Tarzan. Et Tarzan, les RG ont choisi de le démolir rapidement. L'époque des civils. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de héros du peuple, de représentants du peuple, porte-parole du peuple, autogérés par eux-mêmes. Et donc Tarzan a été démoli. Et j'ai pensé à toi et à mon frère routier, je me suis dit, mais ils ont les moyens de te démolir. Heureusement, tu es un porte-parole parmi des tas d'autres, il y a Gilles Boulot, il y a... En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu qu'il y ait de leader et qu'on pas. Eux, ils essayent quand même de le faire croire. Justement pour la raison que tu exposes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura un leader, il sera défoncé. Soit défoncé, soit pervertir, soit il y aura un chèque sur la table, il y aura de la négociation, un peu comme les têtes de syndicats. Je les déteste. Il y a des syndicats qui t'ont demandé, par exemple, de venir intervenir avec eux. Alors j'ai pas eu d'appel de syndicats. J'ai beaucoup de syndiqués. Alors va-t-on savoir si c'est des gens qui sont des bureaux ou pas, mais qui essayent de me rapprocher d'eux. J'ai toujours refusé. Tu as eu des politiciens pour les européennes aussi? Oui, j'ai eu Joachim Son-Forget de la République, d'anciennement de la République En Marche, qui m'a envoyé un message pour me demander de le rencontrer pour créer une liste européenne. J'ai refusé. Francis Lalanne qui a voulu que je me présente avec lui dans une liste européenne, j'ai refusé. J'ai Mounir Majoubi, l'ancien ministre des Communications, avec qui je parlais au départ en lui disant qu'il fallait une désescalade de la violence, qui n'a rien compris et qui a essayé de me faire croire qu'il fallait que je dise à tout le monde de rentrer chez soi. J'ai voulu expliquer que j'avais non seulement pas le pouvoir ni l'envie. Voilà, après il y a eu aussi un ministre hollandais qui ne m'a jamais dit son nom mais qui voulait me financer un voyage pour me donner un peu d'argent. J'ai refusé. Oui, parce que quand on donne pas pourquoi ni son nom. Non, mais même moi, la politique, c'était vraiment politique, c'était pas du tout un colloque. Non, ça n'a rien à voir avec de l'amitié, c'était vraiment. Il y a un truc que je constate, moi, en tant que vieil anard, mais je suis plus intelligent que l'anard quand il avait 19. Parce que je peux avoir des potes bourgeois, je peux avoir des potes patrons. Moi-même, j'ai dirigé ma boîte, mon petit machin. C'est que les gilets jaunes, les porte-paroles, ils ont essayé de les casser. Alors que Besancenot, alors que Laguillet sont mis à pleurer à des moments où ils ont été déstabilisés. Pas un gilet jaune n'a été déstabilisé. Il y a une espèce d'éthique, de morale. On dirait des Romains de la République, mais des débuts de la République, avant que ça devienne une oligarchie, un empire. Parce que quand je me trouve sur un plateau de télévision avec par exemple Éric Nolot qui essaye de me démonter corps et âme pendant 45 minutes, la seule chose que ça me fait, je me dis comment un être humain peut aussi mal comprendre ce qui l'entoure. Et lui c'est pire que ça, c'est que non seulement il le comprend, mais en plus il le défend. Comment voulez-vous qu'un mec comme ça me déstabilise? Peu importe les études, la connaissance et tout ce qu'il peut avoir à côté qui pourrait sembler supérieur à moi. Je considère que la justice pour laquelle on est en train de se battre dans les rues depuis plus de 5 mois est 20 millions de fois plus importante que ce personnage. Une fois qu'on aura fait une espèce de révolution, sans rentrer dans les détails de comment, parce que c'est la prospective, c'est chacun, on verra ce qu'on fera.
nous avons réussi. Nous avons Macron, il est là, nous avons gagné. Macron, on l'a rattrapé avant qu'il prenne l'hélicoptère. Il est là. Qu'est-ce qu'on peut lui dire maintenant en disant, est-ce que tu peux déjà dresser un bilan de ce régime finissant? C'est trop tôt? Je pense que le bilan, il n'aura pas besoin de le dresser. Je pense que la seule chose qu'il dressera, c'est son nom sur le procès verbal avant sa comparution et sa mise en prison. Si jamais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, on essaye de faire une commission parlementaire pour regarder les coûts qu'ont engendré les gilets jaunes. Ouais. Sans jamais. Alors oui, c'est Ruffin qui a sorti la vidéo, mais c'est pas forcément parce que c'est Ruffin, c'est simplement parce que on fait ça à huis clos. Ouais. Dans une démocratie, c'est très démocratique ça. Ouais. On fait ça avec la moitié des personnes présentes, c'est aussi très démocratique. On fait ça sans la présence de la personne qui se présente pour être président de la commission. Ouais. C'est vachement démocratique aussi. Et le sujet de la commission, c'est le coût. Voilà, on oriente le sujet de la commission sur le coût qu'aurait coûté le mouvement des gilets jaunes, sans parler du coût humain, du coût physique, du coût psychologique, du coût financier qu'a pu apporter dans le sens bénéfique ou dans le sens négatif, peu importe. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très ciblé sur le fait de démonter le mouvement. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a rien depuis 5 mois et demi qui a réussi à le démonter, ni les attaques qui auraient pu être considérées comme psychologiques en nous cataloguant de misogynes, de racistes, d'antisémites, d'islamo-gauchistes, de tout ce que vous pouvez imaginer comme insulte, de vermines, comme Pascal Praud nous a... Quand on nous a gazés, j'ai eu le sentiment qu'on était des vermines dans un matelas, des acariens. Eh ben, je pense que tout à l'heure j'ai discuté avec une personne qui m'a dit oui mais Pascal Praud est un professionnel de l'information. On m'a répondu ça ce monsieur, Pascal Praud est un professionnel de l'information. Alors oui il est professionnel mais dans la désinformation. Il y a information dedans mais il y a quand même désinformation. Ouais. Je précise, Pascal Praud était à la fac avec moi lors du mouvement de Vakem Honory. Il était membre du comité de rédaction de Coulisses, un petit journal qu'on avait créé, c'est moi qui avais trouvé le titre d'ailleurs, et on avait imprimé grâce aux presses d'un grand journal de gauche qui avait disparu, le journaliste nous avait offert gratuitement de l'imprimer. Pascal Praud était membre du comité de rédaction, je me souviens on était entre anarchistes, trotskistes, socialistes vrais, gauchos ou même de droite en colère. Et lui, Pascal Praud, il a dit le truc le plus niais, il a dit mais faut pas attaquer le ministre de l'Intérieur, c'est dangereux. C'était parce quoi? On a rigolé de lui, mais on dit quel niais ce mec. Et voilà, c'était mon témoignage sur Praud. C'est quand même marrant, c'est qu'il y a toute une population qui, quand vous dites gauchiste, droitiste, centriste, se disent on s'en fout complètement. Oui. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est vivre dignement. Depuis le début, on essaie de nous parler de racisme. Dans les manifestations, j'ai jamais vu un problème de racisme et pourtant il y avait du black, du blanc, du blanc, l'indien, du petit, du roux, du casquetté. Ouais. Et donc c'est les étiquettes qui collent pas. C'est rien de concret. Oui, on est d'accord. Moi j'ai vu tout l'échelon politique, des maurassiens, royalistes, jusqu'aux anarcho-insurrectionnalistes, etc. Et d'autres qui n'avaient pas d'étiquette, d'autres qui étaient macronistes, qui ont été de droite, Giscard, machin. Simplement, c'est faire en sorte que la décision soit collective. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, depuis les Gilets jaunes, j'ai retrouvé ma fierté. J'ai des dossiers que je vais sortir comme Ron Branco, à ma petit échelon. Et je suis fier. Et je suis fier d'avoir un frère camionneur, même si lui, des fois, il est obligé. La dernière fois que je l'ai vu, mais c'est à chaque fois que je le vois, il travaille le samedi. Il y a son patron qui téléphone, tu peux pas. Et mon frère dit toujours oui, parce qu'il a jamais assez de sous. Il a fini de payer sa maison. En même temps, j'étais à 40 balles, t'es pas propriétaire. Et d'ailleurs, avec l'Europe, le boulot de transporteur, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Parce que tu as des Roumains en concurrence qui eux-mêmes sont d'honnêtes travailleurs. Pareil, des Polonais. Le Roumain, il gagne 350 € de salaire moyen. 350 €. À peu près. Plus que le Bulgare. Je crois que le Bulgare, c'est 250. 350 moyen. À peu près. Et le mec, on lui dit, si tu fais 3000, 4000 bornes, tu vas faire le même boulot. Tu vas travailler un peu plus, mais tu vas faire 5 fois ton salaire. Les types qui ont des barbes. Ouais, grave. Il a une barbe. Mais et tu lui dis, tu vas faire 5 fois ton salaire. Ouais. Moi, tu me dis, va à 3000 bornes, tu fais 5 fois ton salaire. Bah tu vas, ouais, évidemment. Je fais mes valises, je me casse. Évidemment. Donc c'est la faute du Roumain? Non, carrément pas. Non, ouais. C'est la faute d'un putain de système qui a voulu mettre une Europe à genoux. Ouais. Construire un système européen, libéraliste, qui fait ce qu'il veut. Et on a dit non, pourtant, on a dit non. Mais comme l'article 3, pardon, dit que c'est eux qui décident, une fois qu'ils sont élus. Il y a un truc que je veux dire, c'est qu'on dit que l'esclavage n'existe plus. Je peux, ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on entend bien ta voix. C'est quand on dit que l'esclavage, il n'existe plus, mais l'esclavage aujourd'hui, il est moderne. On l'a payé aujourd'hui. Pour nous taire, pour nous faire taire. Le pire esclavage, regarde, il a un terme, il a un nom. C'est l'esclavage à la dette. Oui, bah voilà, on est bien d'accord. Tu fais de la dette et tu dis aux gens, c'est soit vous bossez, soit on coupe les robinets et vous allez tous crever. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on est bien d'accord qu'il y a quand même l'esclavage. Il n'y a pas que ça, quoi. En Centrafrique. C'est encore pire. Le CFA, c'est quoi si c'est pas de l'esclavage monétaire?
Ce qui se passe en Chine ou même dans d'autres pays d'Afrique, hein, quand tu vois des sociétés françaises qui sont majoritaires et qui extraient le plutonium en Centrafrique, qui nous servent à nos usines nucléaires. Ouais, bien sûr, pour nous. Eux ils touchent que dalle, ils peuvent pas exploiter leurs richesses, ils peuvent pas développer leur pays. Ils sont payés avec les thunes que nous on crée qui valent que dalle, le franc CFA. Et on dit non, il n'y a pas d'esclavage. Mais si, il y en a. Si, il y a de l'esclavage. Bien sûr. Regarde là, il y a une vente d'armes qui a été annulée, qui devait être chargée dans un bâtiment au Havre, qui partait pour la guerre au Yémen. Le président dit non, mais en fait on sait pas trop si ça va tuer des civils, mais ils nous disent qu'ils vont pas tuer des civils avec. Donc ils allaient leur livrer des canons César, c'est une portée de 40 km. Il y a des Leclerc, il y a des hélicos, des systèmes de visée, enfin on vend beaucoup de choses et il y a une guerre civile là-bas, enfin il y a une guerre. Je sais, ça tue des milliers de civils. Et le président te dit bah non on va tout faire pour honorer le contrat. Donc le bateau a fait demi-tour, parce que les dockers ont eu les couilles de bloquer le bateau. Le bateau s'est barré. Mais après, on va dire, ouais, mais c'est l'immigré le problème, mec. Bah oui, non, mais on est bien d'accord. Ah, mais alors attends, juste une question. Ça, c'est une carte. Il vient d'où l'immigré? Ah, du Yémen cette fois-ci? Ah, et t'as pas bombardé le Yémen par hasard? Non? Parce qu'ils étaient peinards en fait au Yémen avant de te vendre des bombes pour leur péter la gueule. Bien sûr. Juste comme ça, je dis ça moi. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est ça. Après, ça fait que là-bas, ils ont la haine du blanc, la haine de l'européen. Bien sûr. Et quand tu discutes avec eux, ils te disent ouais mais c'est votre faute, t'as beau leur dire ouais mais moi j'ai pas signé pour ça, tu vois. Mais c'est pas notre faute à nous, c'est le gouvernement, moi je suis d'accord. C'est pas vive Toulouse. Ouais, c'est ça. J'ai envie de... Allez, bon courage. Oui, allez, j'en suis présent. Faut se battre. On se bat et on continue. Parce que, je sais pas. C'est malade. C'est comment ton prénom? Je vais te faire le même, tu vas voir. Pascal. J'ai un profond respect pour toi, pour Priscilla. J'ai demandé ça à des gens. Il est Macron. Je suis Macron et qu'est-ce que tu lui dis? Non, mais qu'est-ce que tu dis? Je suis un homme, je suis le mec. Macron il est là, il est con, il est là, on sait pas pourquoi. Il est en face de toi. Qu'est-ce que Tu j'aurais à me dire à parles comme Macron? si je suis Macron, voilà. Ah, si j'avais Macron en face de moi, qu'est-ce que je lui dirais? Ouais. Et tu me parles direct. Vous avez voulu marquer l'histoire, eh ben merci, parce que vous allez bien la marquer, mais pas du sens que vous l'aurez voulu. Tu veux dire quoi? Ça va faire une tache sur la nappe? C'est le pire président que la France a jamais eu. C'est la personne qui a le plus sali les institutions. Et c'est la personne qui, parce qu'elle a voulu aller trop vite et parce qu'elle a fait preuve d'amateurisme, a réussi à réveiller tout le monde. Je le vois toujours. Ça faisait 40 ans que la grogne était là, mais enfin, c'était comme une petite graine. Il n'y avait pas d'eau. Lui, ça a été l'eau. Et nous, on est le rayon de soleil. Et que veut le peuple? Je sais pas. Que voulons-nous? Le peuple. Si vous voulez. Qu'est-ce qu'est le bonheur? S'il faut répondre à la question, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut le peuple? Qu'est-ce qu'on veut? Si vous voulez savoir ce que veut le peuple, demandez-lui par avoir de référendum. Qu'est-ce qui te ferait plaisir en ce moment perso? Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de savoir que demain, quand je vais me lever, je saurai que ma fille aura un avenir. Merci, salut à toi. C'est Thierry Kruger. Je mets ça en ligne ce soir. Je peux te dire bonjour, tu as rencontré un ami à moi, David Ah ouais, c'est pas ce que j'aurais voulu. Moi je continue jusqu'au bout. Je lâche pas, même si on se fait gazer. Ils m'ont confisqué les vaches.